Notre invité du jour est 0x Egri. Dans cette vidéo, nous allons évoquer le sujet du FUD qu'il y a autour d'Ethereum pour savoir si Ethereum est mort. Nous allons aussi parler du secteur de tout ce qui est DePIN et GPU avec le problème entre fondamentaux et hype parce que certains projets, dont par exemple Render, ont des fondamentaux plus que discutables et pourtant font de superbes performances d'un point de vue financier. On va aussi parler de la DeFi pour savoir si un retour est possible, parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que les actifs de finances décentralisées n'ont pas bien performé. Il nous parlera de sa stratégie et de son avis sur le marché actuel, ainsi que des écosystèmes qu'il monitore et de plusieurs cryptos qu'il trouve intéressants dans différents narratifs. On parlera aussi des tokenomics actuels et du sujet de la décentralisation. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a un YouTuber ou une personne, même une personne sur Twitter ou une personne sur de la finance plus traditionnelle que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de 0x Egri. Salut Thomas, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, tout va bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir d'être là. Ok, bon, je pense qu'on va commencer de manière classique pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites et avec tes propres mots? Ouais, bah moi c'est Thomas, j'ai 21 ans. Je suis dans la crypto depuis 2 ans et demi, orienté spécialement crypto, même si je fais deux trois autres trucs à côté. Je suis orienté sur le fondamental. On a un groupe, qui s'appelle Decrypted avec, plus de 1 700 membres, maintenant, à l'heure où je parle, où on analyse des projets, on essaie de donner les bonnes astuces pour, connaître les bons projets, connaître les mauvais projets surtout aussi et voilà, juste comprendre mieux l'écosystème et puis faire progresser tout le monde. Ok, bon, c'était très clair. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu, le jeu du tu préfères. Je pense que tu vois ce que c'est. En gros, Ouais, c'est je vais te donner le choix entre deux options et tu devras choisir entre une. Je pense que c'est une idée un peu plus marrante pour voir un peu ta personnalité. Donc, ça te va, on peut attaquer. allez, on y va. Ok. Du coup, tu préfères travailler en équipe ou de manière indépendante? Indépendante, de très, très loin. Tu préfères un projet avec une roadmap ambitieuse mais des résultats incertains ou un projet plus réaliste avec des objectifs atteignables à court terme? C'est des un projet avec, des plus petites ambitions mais des résultats. Ok. Tu préfères une semaine sans Internet ou sans sport? Sans sport. Tu préfères investir dans un projet avec une forte communauté ou avec de bons fondamentaux? Ah, c'est dur. Hem, des bons fondamentaux, T'es plus analyse on-chain ou fondamentale? fondamentales. T'es plus intelligence artificielle ou d'épines? IA. Tu préfères Satoshi Nakamoto ou Vitalik Buterin? Ah! Oh, elle est dure la question. Ah mince. Ah, va pour, Vitalik. Et une petite dernière, t'es plus NFT ou Memcoin? Memcoin. Ok, parfait. Ben, merci à toi d'avoir accepté de participer à ce petit jeu. Je trouve que c'était une manière assez sympa de te présenter. Et maintenant, je vais passer sur le premier gros sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur la situation actuelle d'Ethereum, qui d'un côté a de très gros fondamentaux et qui de l'autre a quand même pas mal de FUD, vu qu'il, pour l'instant, il sous-performe le Bitcoin? Mmh. La situation sur Ethereum, en vrai, elle est ultra compliquée. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Hem, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle aujourd'hui de la deuxième plus grosse crypto, à plus d'environ 300 milliards de dollars. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi, Ethereum n'arrive pas à avoir un business model genre solide? Quand on prend chaque aspect indépendamment, en fait, les gens doutent. Si on prend la question, si on prend la question, par exemple, du stockage. Aujourd'hui, les layer 2 qui, à la base, stockaient sur Ethereum, le layer 1, aujourd'hui, maintenant, ils ont accès à ce qu'on appelle des blobs. C'est un espace dans les blocs sur Ethereum qui est dédié, heu, pour faire en sorte que les layer 2 puissent déposer leurs données et que ça coûte moins cher parce que c'est du stockage temporaire.
Mais sauf que ça, du coup, ça a grandement pénalisé les revenus sur Ethereum, parce que ça coûte, quasiment rien aujourd'hui. C'est presque gratuit de stocker. Ce qui fait qu'il y a un énorme manque à gagner du côté d'Ethereum de ce point-là. Donc ça déjà, c'est des revenus en moins et en plus, avec la roadmap que Ethereum a voulu développer autour de ces rollups, la roadmap rollup centric, le le problème qu'il y a eu avec, c'est que du coup, tous les usages se sont déplacés vers les layers 2 et aujourd'hui, Ethereum souffre un petit peu d'un manque d'activité et on le voit au niveau des gaz sur Ethereum. Ça fait là, depuis le mois de mars, on est très souvent en dessous de 10 Gwei, pour faire une transaction, ce qui est ridicule et du coup, il y a l'inflation sur Ethereum qui remonte. Alors elle reste modérée, c'est pas une grosse inflation, mais comparé à la déflation qu'il peut y avoir sur des grosses périodes d'activité, bah, ça, c'est encore un truc qui met un peu de du plomb dans l'aile. Donc ça, c'est grosso modo les 2 choses qui font un peu douter sur Ethereum et tandis que sur des concurrents comme Solana, comme, allez, même des choses un peu plus récentes, des Sui, des ce genre de choses, où on a des réseaux, il y a des réseaux qui sont attractifs. Solana qui a eu une très belle performance et qui développe énormément de choses et qui est voilà le 3e le plus utilisé aujourd'hui. Hem ben, on a des autres layer 1 qui sont un peu plus, sexy, que les gens préfèrent et il y a pas tout ce FUD autour, alors qu'ils sont pas plus rentables qu'Ethereum, loin de là. Et du coup, c'est un peu cette ambivalence où on comprend pas vraiment pourquoi Ethereum se fait autant bouder, alors que fondamentalement, c'est toujours aussi bon et au contrario, il y a d'autres layer 1 que les gens préfèrent pour des raisons qui sont très bien et ils ont raison de bien aimer ces layer 1. Mais pourquoi Ethereum se fait bouder? Ça, c'est une vraie question. Hem Mais pour aller dans l'autre sens, le pourquoi moi personnellement, c'est plus mon avis sur le fait que Ethereum soit pas mort. Récemment, je crois que c'est aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui a posté un tweet de chez Bankless. Si jamais vous connaissez pas, c'est des Américains qui sont extrêmement intéressants sur le sujet crypto. Si vous maniez un peu l'anglais, c'est des gens qu'on peut recommander facilement. Et en fait, ils montraient que les layers 2 sur Ethereum aujourd'hui, ils sont extrêmement rentables. Et OK, on peut le prendre d'un point de vue comme quoi c'est un manque à gagner pour Ethereum. Mais par contre, philosophiquement, ça veut dire que Ethereum, c'est la couche, enfin, c'est la blockchain sur laquelle tu peux construire un layer 2 rentable ultra rapidement. Aujourd'hui, tu as Base qui est rentable, Optimism qui est super rentable, Arbitrum est super rentable, je dois en oublier d'autres probablement. Et je sais qu'il y en avait, 7-8 qui sont cités dans son tweet. Et en fait, on peut se dire que Ethereum, en fait, n'a peut-être pas vocation, en tout cas a moins vocation à être un layer 1 fort, mais plus un écosystème complet avec l'Ethereum comme monnaie à l'intérieur de ce système, heu et qui du coup attirera de la valeur et prendra de la valeur au fur et à mesure qu'il y a de la croissance sur ces layers 2 là. Et c'est un petit peu voilà les 2 opposés qui se combattent. Il y a les gens qui disent: «Ethereum va mourir à cause de ces layers 2» et des gens qui disent: «Non, Ethereum va grandir grâce à ces layers 2». Et en fait, c'est juste 2 visions qui sont vachement opposés sur la durée de temps, sur lesquelles on les pose, avec Ethereum long terme, plutôt là, Ethereum long terme, hem, qui va prendre de l'ampleur grâce à ces roll-ups et Ethereum court terme qui souffre à cause de ces roll-ups. Et en fait, c'est ces 2 visions-là et je pense que les gens sont juste pas d'accord et c'est un peu la question, le débat autour de cette question. Et on pourrait aussi noter par exemple que dans les arguments pro Ethereum, qu'aujourd'hui les institutionnels, les BlackRock. Récemment, il y a eu Visa qui a annoncé un protocole de tokenisation. C'est la news est passée aujourd'hui, je crois. Hem, c'est sur Ethereum. Les institutionnels choisissent la chaîne la plus sécurisée après Bitcoin et c'est Ethereum. Et c'est un argument pour laquelle on peut défendre l'idée que Ethereum n'est pas mort parce que les institutionnels, les grandes entreprises veulent utiliser, enfin en tout cas veulent comme base Ethereum. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur Ethereum et pour moi, mon avis, c'est plus la vision long terme, se dire que, OK, à court terme, il y a peut-être des problèmes qui vont se poser, mais à long terme, c'est plus intelligent, en tout cas, c'est plus malin de croire à un écosystème ultra fort sur Ethereum, justement parce qu'il sera ultra dominant chez les institutionnels, dans l'utilisation, avec des roll-ups pas chers, et cetera. Même s'il y a plein de problèmes à régler aussi. Mais à long terme, on peut plutôt croire que Ethereum peut survivre plutôt que mourir. Non, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur cette vision. J'ai une vision aussi un peu plus long terme. Je pense que c'est un peu un géant endormi qui a quand même
gros fondamentaux, hein. C'est là où tu as le plus d'applications décentralisées, le plus de développeurs. On voit la TVL qui ne fait que grossir. Et je pense que les Layer 2, justement, ça va lui apporter ce côté scalabilité qui lui manquait pour justement concurrencer peut-être des Solana et tout ça. Donc moi, je pense que vraiment, il va se réveiller et que là, c'est juste plus du FUD, vu que pour l'instant, on a quand même des marchés qui sont un peu apeurés et qui attendent un peu les élections américaines. Dès qu'il se passe quelque chose, ça baisse. Je pense que quand on aura une vraie baisse des taux, une injection de liquidité, je pense qu'il y aura pas trop de débat sur le fait que Ethereum reparte. Et on pourrait ajouter d'ailleurs que, en fait, ils ont lancé les blobs pour les Layer 2 tout pile au top du marché, genre littéralement au mois de mars. Et forcément, en fait, ça fait 6 mois qu'on a de la baisse. Enfin, en tout cas, voilà, on va pas dire qu'on a des charts spécialement folles. Mais du coup, en fait, les gens ont associé la baisse du prix de Ethereum forcément avec la baisse des coûts, les Layer 2 qui payent moins, etc. Ce qui est pas faux. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi un biais où l'esprit veut un peu se rassurer en se disant: «C'est à cause des Layer 2, le prix baisse, machin», alors que juste le prix aurait baissé dans tous les cas avec ou sans Layer 2 aussi. Donc voilà, il y a un peu plein de choses qui se mélangent, donc faudra voir le long terme et on fera les points, dans 6, 10 mois, si jamais on a des prix qui montent. Mais en tout cas, à court terme, ça peut s'expliquer par un biais aussi humain et je pense que c'est pas à négliger. Ok, et je voulais avoir un peu ton avis aussi sur son concurrent Solana. Est-ce que pour toi, Solana, c'est un vrai concurrent à Ethereum? Parce que c'est vrai qu'avant, ils étaient plus complémentaires avec Ethereum, qui était, on va dire, le Layer 1 pour les transactions à forte valeur ajoutée, et Solana pour les transactions un peu moins chères, où on cherche un peu moins de sécurité. C'est vrai que là, avec l'arrivée des Layer 2, maintenant, Ethereum empiète un peu sur les plates-bandes de Solana. Donc, je voulais un peu ton avis sur cette concurrence-là. Pour moi, je pense que c'est toujours pas de la concurrence. Alors je sais que, les gens les mettent souvent en concurrence. Pour moi, les vrais concurrents à Solana, ce sont les Layer 2 et pas Ethereum. Parce que Solana a fait le choix de se centraliser un peu plus, d'avoir des frais pas chers naturellement, d'avoir une scalabilité plus grande qui vient de la centralisation plus grande du coup. Mais pour moi, Solana n'est pas concurrent à Ethereum et les 2 peuvent très bien cohabiter parce qu'ils ont des usages et des use cases complètement différents. On l'a vu sur Solana, on va avoir tout ce qui va être un peu plus DGN, tout ce qui va être un peu plus trading, ce genre de choses. Tandis que sur Ethereum, on aura peut-être un peu plus de DeFi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'avis que j'en ai. C'est des use cases qui sont différents et pour moi, Solana ne concurrence pas Ethereum en tant que tel. Mais par contre, les Layer 2 doivent concurrencer Solana. Et il y a plein de choses qui se construisent sur les Layer 2 et ça va prendre du temps. C'est pas dans Ça sera pas dans 6 mois qu'on aura des Layer 2 aussi performants que Solana, mais on a des bases qui visent, des grosses scalabilités. On a des méga ETH qui vont sortir, en 2025. Il y a des, Soon Network qui sont, ultra performants et qui sur le papier sont ultra performants. Des Eclipse qui sont en testnet actuellement, qui sont ultra performants aussi et ça, ce sont des Layer 2 qui visent à faire la même chose que Solana, mais sur Ethereum. Heu, donc je pense que la comparaison Ethereum-Solana fait pas sens, surtout qu'en plus, c'est quand même vachement compliqué de les comparer quand ils ont 2 visions complètement opposées sur la sécurité. Il suffit de reprendre ce que dit, Anatoly, de Solana Labs, c'est de dire que le choix a été fait volontairement et comparé à Ethereum, de centraliser davantage le réseau, juste pour avoir de la performance et que la sécurité tienne dans moins de mains, mais qu'on puisse envoyer de la transaction, de la transaction, de la transaction et sur Ethereum, ça a été tout le contraire. Vitalik, il a dit: «Moi, je veux que le réseau, soit gigantesque, qu'il y ait plein de gens comme ça, on est sûr qu'il y a pas de problème de centralisation jamais». Ce serait à débattre. Il y a des choses, il y a plein de choses, il y a plein de problèmes autour de la distribution des Ethers, machin et cetera, peut-être. Mais philosophiquement, les 2 sont tellement opposés que les comparer, pour moi, ça fait pas sens et aujourd'hui, je dirais jamais à quelqu'un, «Faut tout mettre sur ETH, rien mettre sur Solana» ou l'inverse. Je pense que les 2 ont largement un potentiel chacun et on verra ce que les gens préfèrent au final. Ce sera l'usage qui fera qui gagnera la bataille, à la fin de l'histoire. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi, moi, sur ce côté un peu complémentaire de Ethereum et ETH qui, pour l'instant, visent pas vraiment les mêmes cibles. Et après, pour l'instant, les Layer 2, c'est vrai qu'ils peuvent les concurrencer sur la scalabilité. Pour l'instant,
Solana, c'est un peu le réseau un peu plus dégène, où il y a les mêmes coins, où on cherche les airdrops, alors que j'ai l'impression que sur les autres Layer 2, on est quand même un peu plus, on va dire, sérieux avec un peu plus de DeFi, même s'il ne faut pas résumer Solana juste à des shitcoins, parce qu'il y a quand même un bel écosystème Non. derrière, mais pour l'instant, c'est un peu plus ça qui en ressort. Exact. Ok, donc je voulais passer sur un autre sujet que j'ai vu sur ta chaîne YouTube, donc je me suis dit que tu pouvais nous en parler un peu plus. C'est qu'est-ce que tu pensais des projets d'Epine axés sur tout ce qui était GPU et partage de puissance de calcul? Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a une forte hype qui est arrivée dessus avec tout le côté narratif d'Epine et même le lien relié à l'IA. Et quand on creuse un peu les fondamentaux, c'est vrai que déjà tous les tokens ne servent pas forcément à grand-chose et qu'en plus, on a un nombre de GPU assez faible pour vouloir, comme ils le disent, concurrencer les grands géants du Web 2, comme par exemple AWS. Donc voilà, je voulais juste avoir Mm. ton avis sur ce sujet-là. Ouais, bah, la vidéo à laquelle tu fais référence, c'est celle sur Render, j'imagine. En tout cas, c'est celle qui, pour moi, enfin, en fait, c'est les recherches que j'ai faites qui m'ont le plus choqué. Alors, du coup, je vais expliquer brièvement quand même. Ce que j'ai montré sur Render, et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de preuves contraires. Il y a des approximations que j'ai faites et cetera auxquelles les gens m'ont alerté et ce qui était, très bien sur, les méthodes de calcul machin. Mais grosso modo, ce que je dis est vrai. C'est que sur le réseau Render, d'après ce que la team peut fournir, parce que pareil, la transparence des données sur, certains projets, c'est une catastrophe. Donc avec le peu de données qu'on peut avoir sur Render et ce que la team veut bien nous laisser, comme données, on arrive grosso modo à se dire qu'il y a à peu près 1000 GPU sur Render, dans ces eaux-là. En tout cas, au moment où j'ai fait ma vidéo, ça a peut-être un petit peu évolué depuis, mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup, beaucoup changé. L'usage sur Render est pas si grand que ça, parce que c'est un projet qui fait juste du rendering 3D. Donc l'usage en tant que tel, il est quand même vachement limité et la seule chose que Render a de vrai, ce sont des poignées de main avec, des Apple, ce genre de choses. Donc ça, moi, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit: Putain, c'est quand même fou dans le narratif d'Épine, le plus connu ou celui qui va ressortir le plus dans la tête des gens, c'est genre Render, parce que je j'en vois pas d'autres après en plus connu. Hem et je me suis dit: «Mais tu le creuses», genre ça m'a pris genre une bonne demi-journée à bien bûcher toute la doc, tous les liens, tous les trucs que j'ai pu trouver et je termine la journée et je me dis: «Merde, mais si c'est ça le leader du Dépine, ça va mal». Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait la vidéo qui a extrêmement plu. Il y a Maninteka qui lui était qui est beaucoup plus spécialisé dans ces trucs-là de d'épines, et cetera, qui avait répondu et qui avait dit qu'il trouvait ça intéressant également. Mais pour rendre un petit peu la part belle, de tout ce qui va être d'épines, il y a quand même des projets qui sont pas inintéressants, pour être honnête. Que ce soit mais ça va plutôt être des choses qu'on va trouver dans les mid cap ou des low cap. Par exemple, je pense à du Ionet. Ionet, c'est quelque chose qui, même s'il y a des casseroles, même s'il y a des zones d'ombre sur quelques points, si les choses qu'on peut savoir, à savoir le revenu par jour qui est de 15 000 $, quelque chose comme ça, entre 10 et 15 000 $ de tête, par jour, ben, c'est un projet qui est intéressant et qui a des vrais fondamentaux. Je veux dire, il y a une quantité de GPU sur Ionet qui est folle, qui est vraiment grande. Donc c'est un projet qui est vraiment intéressant sur son fondamental. Par contre, voilà, il y a plein de choses à prouver. Est-ce que l'usage est suffisamment important aujourd'hui dans le web 3 pour concurrencer même pas concurrencer, mais juste venir mettre, un petit coup de pied dans la fourmilière, des géants du web 2? C'est encore une fois, c'est compliqué à dire parce que même si on est, toi comme moi, très axé crypto et cetera, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est encore super jeune, un écosystème très petit et que même s'il y a plein de promesses, ça va beaucoup rester du vent. Il faut le garder en tête. Mais voilà, il y a des projets qui sont intéressants. Aether, c'est intéressant aussi. ATH, Ionet, comme j'ai dit, c'est intéressant et même dans des low cap, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi. Mais voilà, c'est des projets qui doivent montrer qui ils sont, ce qu'ils sont capables de faire, et ça va prendre du temps comme, tout en crypto, il y a encore tout à faire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, d'un point de vue fondamental, quand j'ai creusé, je me suis dit, bon, je vais pas forcément aller dessus. C'est vrai que je me suis quand même un peu exposé parce qu'avec toute la hype qu'il y a eu sur la Dépine et
tout ce qui est intelligence artificielle, je me suis dit souvent le marché ça a de la mémoire, donc quand sur la première montée d'un cycle, il y a un narratif qui ressort, le narratif risque de ressortir après. C'est vrai que d'un point de vue fondamental, je les trouve encore un peu limite. C'est vrai qu'il y a certaines infrastructures Web3 qui sont quand même bien construites, mais c'est vrai que pour attirer vraiment les masses et que les foules arrivent, ça reste encore un peu léger. C'est ça et on pourrait ajouter que et c'est ce que je répète souvent, c'est que, OK, le fondamental, j'adore ça. J'adore passer du temps à aller regarder les explorers des projets, à regarder, qui génère combien d'argent et cetera. Mais on reste en crypto et si on s'intéresse qu'au fondamental, sans oublier la partie complètement, mmh, folle du marché, à valoriser des trucs qui ne devraient pas être valorisés autant et à prendre beaucoup d'ampleur pour peu de choses, en fait, on se retrouve à rater des trucs qui sont évidents et c'est pour ça que même si on rappelle qu'il y a des fondamentaux à garder en tête, il y a des choses qui vont monter avec ou sans fondamental, juste parce que c'est un bon narratif, qu'ils ont un bon marketing, qu'ils ont su faire parler d'eux et voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait une analyse de projet, et c'est pour ça que Render arrive à monter si bien. C'est qu'ils ont su mettre des bons ingrédients en bonne quantité et combler un manque de «fondamental» entre guillemets, parce que ça fait aussi partie du fondamental, mais de comment dire? De capacité physique sur leur réseau. Ouais, mais ça me fait penser aussi à Theta qui lui a quand même des bons fondamentaux avec vraiment, tout qui marche bien, mais il y a pas le côté marketing, il y a personne qui l'utilise et du coup, bah, ça a beau être un projet fondamentalement cool, pour l'instant, niveau prix, hormis de la pure spéculation, il y a forcément, pas grand chose qui se passe dessus. Exact, complètement. OK, je voulais passer sur, un autre, narratif du coup, avoir ton avis un peu sur la DeFi, savoir si selon toi la DeFi allait réussir à renaître de ses cendres. Parce que c'est vrai que depuis, la moitié du dernier bull run, il se passe pas grand chose sur la DeFi, même si là on a vu par exemple, Aave reprendre un peu des couleurs et pourtant on a quand même des bons fondamentaux avec, des V2, une UX qui s'améliore énormément, le fait que pas mal de projets, enfin en tout cas les projets les plus solides essayent de se décentraliser, de reverser des revenus. En plus, il y a pas mal de projets aussi qui font partie des rares projets rentables en crypto. Toi, je voulais savoir si selon toi, la DeFi pourrait venir un peu sur le devant de la scène dans ce bull run, peut-être même avec l'arrivée des institutionnels qui pourraient justement rechercher des rendements. C'est, la partie DeFi, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. C'est pas le narratif que je mets le plus en lumière parce qu'il y a un manque d'intérêt et c'est flagrant dans le prix des tokens quand on voit un AAV qui peine à sortir de ses prix de bear market, alors même s'il est toujours en x3, mais c'est des performances relativement modestes. Sur la partie des leaders, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de tokens qui sont juste un peu léthargiques. Il y a un Uniswap qui bouge pas trop, il y a un AAV qui bouge pas trop, même si ça commence à reprendre, mais ça prend du temps. Je veux dire, ça fait, 2 ans que le token est complètement, flat, enfin flat, tu m'auras compris, dans un gros range. Hem et Uniswap, il s'est fait épingler par la SEC, par rapport au partage des revenus qu'ils voulaient implémenter. Ça a pas du tout plu à la SEC parce qu'il y a des gros backers, des gros VC qui sont in sur, Uniswap. Donc du coup, ils sont venus s'en prendre, aux projets qui les back et cetera. Donc du coup, ça a pas du tout plu, et pour le moment, c'est un peu stand-by. On attend toujours et il y a vraiment aucune nouvelle de ça. Mais le jour où ce sera live, ça reprendra beaucoup d'intérêt. Et c'est un peu le problème des tokens DeFi, c'est que souvent on manque d'intérêt pour le token. Si aujourd'hui, si je vais acheter du Uniswap, pourquoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Pas grand-chose. Aujourd'hui, même un AAV qui est un des leaders, le token en lui-même, c'est ce que j'en parle dans ma vidéo sur AAV, le token en lui-même aujourd'hui, il est pas très intéressant. Parce que pour avoir un petit peu de rendement, il faut le staker, mais le staking, ça introduit le risque du slashing en cas de problème sur le protocole à hauteur de maximum 30 pour un rendement qui est de, 8 ou 10 maximum, peut-être même un peu moins aujourd'hui. Donc du coup, ça fait que le token n'est pas spécialement intéressant, même si avec la V4, le token, ça va plus être celui qui va sécuriser le protocole, mais ça va être du revenu, du sharing de revenus, du partage de revenus. Donc là, le token va être intéressant et c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est que j'étais en mode: «OK, à partir de 2025 et avec la V4 qui va arriver, là, c'est intéressant pour AAV, le token sera mieux».
Pareil pour Maker. Maker, c'est un token qui en soi est très bon et qui fait des bonnes perfs parce qu'il a son partage de revenus. Alors, le seul problème de Maker, c'est son business model ou plutôt son comment sa niche. C'est vu qu'il y a que le DAI, bah, on peut dire en fait le Maker, il peine à trouver des nouveaux utilisateurs. Tandis qu'un AAV, c'est tellement large, ils sont sur tellement de chaînes qu'ils peuvent arriver à capter énormément de gens. Heu, mais voilà, Maker, c'est quand même un très bon protocole et un très bon produit. Hem et après, dans les tokens DeFi récents, en fait, c'est que des mécanismes de VE33, c'est-à-dire que les gens vont bloquer des tokens à un moment pour en gagner plus après et gagner des votes de gouvernance, pour améliorer les protocoles et améliorer leur rendement sur le protocole. Je pense à Pendle, je pense à Aerodrome sur Base. C'est des tokens qui fonctionnent parce qu'il y a ce genre de mécanisme-là, mais en dehors de ça, une fois qu'il y a plus les émissions de tokens pour payer ces gens, bah, les tokens généralement servent plus à grand chose et en fait, c'est juste que la DeFi, il y a plein de projets qui vont arriver et ça va un petit peu brasser, voilà, comme ça les anciens vont se faire relayer par des nouveaux qui vont avoir des nouvelles levées de fonds et des produits un petit peu innovants et puis après on va changer parce qu'il y aura quelque chose de mieux. Par exemple Morpho, il y a Morpho qui va arriver sur Ethereum, qui est un projet comme Aave de lending borrowing, mais plutôt pair à pair celui-là. Et voilà, ça va être un nouvel arrivant. Est-ce qu'il va être capable de concurrencer Aave? Il faudra voir s'il y a du partage de revenus, si les gens après l'airdrop vont rester. Mais aujourd'hui, les tokens DeFi, heu, la DeFi en tant que telle, c'est un usage qui est ultra courant. Tout le monde fait de la DeFi aujourd'hui. Faire un swap, on fait de la DeFi. On pose sa liquidité quelque part, c'est de la DeFi. Mais par contre, les tokens DeFi représentent peu l'utilisation réelle qu'on a des protocoles et ça, c'est dommage et c'est surtout parce qu'en fait, tout se ressemble et il y a pas de nouveaux use cases qui sont intéressants aujourd'hui. C'est des protocoles de lending, des protocoles de borrowing, va y avoir un petit peu d'yield, de machin et cetera. Mais on n'a pas cette nouveauté et ce truc qui fait dire aux gens: «OK, ça, c'est nouveau, c'est une hype, j'y vais maintenant». C'est voilà, c'est juste qu'il y a les gens n'y voient pas d'intérêt, ce qui est plutôt logique en vrai. Ouais, c'est intéressant que tu aies remonté ce côté tokenomics et utilité du jeton, parce que c'est vrai que l'un des seuls de la DeFi que je vois qui a vraiment bien explosé, c'est Injective. Et justement, là, tu as une utilité du jeton, tu as même un mécanisme quand le protocole est beaucoup utilisé, où il y a une partie des frais qui sert à burner des tokens. Donc, tu as même ce côté pas vraiment déflationniste, parce qu'il y a encore de l'émission, mais il y a ce côté raréfaction en fonction de l'utilisation. Donc c'est vrai que là, c'est aussi important de regarder justement à quoi sert un jeton et si derrière il y a, parce que la tokenomics c'est le jeton, c'est quand même l'économie globale du projet, donc c'est quand même important à regarder. Mmh et mais tu vois, quand on parlait tout à l'heure, pour le Dépine, que la narrative était plus qu'importante, Injective pour moi ça fait partie de ce genre de choses. Injective c'était beaucoup de hype, un mécanisme de token qui était intéressant et que les gens ont acheté, mais fondamentalement sur Injective, il y avait pas beaucoup de TVL, il y avait pas beaucoup d'usage. Il y avait surtout beaucoup de gens qui espéraient qu'il y ait beaucoup de burn pour que le token monte beaucoup plus haut et qu'il y ait beaucoup de gens qui rachètent juste après et voilà, ça fait partie du genre de choses qu'il faut analyser et voilà et Injective a profité d'une hype. Est-ce que ça va durer ou pas? Je sais pas. J'ai pas de Injective parce que fondamentalement, ça m'intéresse pas et je pense qu'il y a des choses mieux, mais voilà, les gens, ils ont surfé ils ont eu un bon filon, ils ont surfé sur quelque chose que ce qui marche bien et c'est bête et méchant, mais ça marche bien. C'est pour ça que le fondamental, c'est bien, mais des fois, il y a, voilà, des trucs en plus qu'il faut prendre en compte. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Du coup, je voulais passer sur un autre projet, un peu plus se recentrer sur toi. Je voulais savoir déjà si tu étais plus un investisseur ou un trader. Bon, je pense que vu que tu fais beaucoup de fondamentales, on a compris que tu es plus investisseur, mais je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Si tu faisais un Ouais. peu de trading aussi, peut-être pour compléter un peu et avoir un peu plus de rendement. Non, alors moi, je suis investisseur, mais mon but, c'est acheter depuis l'année dernière pour revendre dans 1 an, grosso modo, heu et après ce sera de racheter dans, 2-3 ans et de revendre dans 5-6 et cetera. Hem, les volatilités court terme m'intéressent pas et j'ai pas le temps de m'y intéresser parce qu'il y a tellement de choses à analyser dans cet écosystème que je peux pas passer à la fois du temps à faire du trading et du temps à faire du fondamental. C'est impossible et le la seule chose, un peu trading que je fais, c'est essayer d'optimiser mes points d'entrée.
avec, voilà, certaines analyses, ultra basiques, hein. Je c'est absolument pas des choses, complexes. Regarder un petit peu des liquidités qui pourraient manquer sur les charts, des zones de stop, des zones de ce genre de choses. Juste pour avoir des points d'entrée un petit peu optimisés et rentrer beaucoup plus fort dans ces zones de prix-là. Mais après, j'attends comme tout le monde, un bull market s'il y en a. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent très bien à trader à leur bague, à vendre, acheter, vendre, acheter. C'est juste que moi, j'ai absolument pas le temps de le faire. Mais c'est très intéressant comme stratégie, mais moi, j'ai absolument pas le temps. C'est quelque chose qui peut se faire, hein. Ça se fait très bien même. Ouais, j'ai un peu la même stratégie que toi. C'est vrai que j'avais, sur mon premier bull run, j'avais essayé de faire un peu de trading. Donc, en 3 semaines, je crois que j'avais fait x4 ou x5. Je m'étais dit que j'étais un génie. Et derrière, en une semaine, c'est redescendu à exactement ce que j'avais. J'ai gagné, je crois, 10 dollars en une semaine sur plusieurs milliers de dollars. Donc, je me suis dit, bon, C'est on mieux que va. 0, quoi. C'est mieux que zéro. Bon, ça fait quand même un rendement de même pas 1%. Mais bon, voilà, donc je me suis dit, on va arrêter là-dessus. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi. Moi, je suis un peu ce que j'appelle un DCA adaptatif. Je rentre sur plusieurs paliers, mais ça va plus être en fonction des baisses ou en fonction des supports que je vois. Analyse technique aussi très basique. Et je voulais savoir comment toi tu construis ton portefeuille. Est-ce que tu vas avoir une grosse partie un peu portefeuille bon père de famille avec les blue chips, par exemple de l'Ethereum et du Bitcoin, ou est-ce que tu vas plus aller sur des petites market cap qui peuvent justement t'aider un peu à make it entre guillemets? Non, moi enfin, j'ai un petit peu des 2. Moi, mon portefeuille, c'est 50 de blue chip, même beaucoup plus, peut-être même 60. Hem, Ethereum, Bitcoin, quelques trucs, dans le top, 15-20, histoire de. Et après, en fait, j'essaie de répartir mon risque. En fait, moi, dans le top 50, CoinMarketCap, il y a peu de choses que j'apprécie fondamentalement, heu, parce que, je trouve que c'est des projets qui sont soit trop anciens, des propositions de valeur pas intéressantes, ce genre de choses. Donc si j'ai peu de choses du top 50, on va arriver, je pense, ma position la 1re plus haute après Ethereum, ça doit être genre BitTensor, tu vois? Qui doit être top 30-35 peut-être, à regarder, à vérifier. Et après on va passer sur du Arweave et cetera, des choses qui sont à quelques milliards de market cap, mais qui ont du gros potentiel. Mais du coup, vu que j'ai dans mon bag 50 60 des blue chips Ethereum, Bitcoin et en grande majorité de l'Ethereum par, philosophie, même si je n'oublie pas Bitcoin, mais voilà, Ethereum, a un petit potentiel en plus, même si ça se voit pas beaucoup récemment. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un petit peu plus de potentiel à aller chercher, du multiple sur Ethereum. Et après, j'essaye d'arbitrer mes positions pour avoir quelques pourcents de chaque position dans mon portefeuille. Et plus je descends en market cap, plus je mets une petite proportion pour justement jouer avec une espèce d'effet de levier où je mets un tout petit peu de capital. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Et chaque position individuelle, si demain elle va à zéro, c'est pas grave. C'est que le token soit à 3 milliards de market cap, à 200 millions de market cap, à 120 millions de market cap, c'est pas grave. Chaque position a un risque propre et si ça va à la cave, ça va à la cave et c'est pas grave et voilà. Et c'est ce que j'essaye un petit peu de faire apprendre aux gens, c'est qu'avoir des choses qui qui peuvent avoir des groupes multiples, c'est bien, mais par contre, ça peut foirer, tout aussi vite dans l'autre sens. Si le risque est assumé, c'est très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience des risques, en crypto. Parce que même des projets à 1 milliard, on ne se rend pas compte, mais c'est déjà des projets risqués en soi, quand on les compare à tout ce qui va être TradFi. Évidemment, faut garder, les proportions, je ne dis pas qu'il faudrait investir que sur Ethereum ou que sur Bitcoin, loin de là, parce qu'il y a plein de choses intéressantes en crypto. Par contre, ça peut monter très vite dans un sens, très vite dans l'autre, et c'est pour ça qu'il faut avoir, selon moi, au minimum 50 dans son bag de quelque chose de solide qui, même si tous les altcoins partent à la cave, permettra de quand même de sauver un petit peu la baraque quand même. Voilà, c'est un peu la philosophie que j'ai et que j'essaye de «propager» entre guillemets, même si, je propage rien, mais voilà, de juste que les gens comprennent que, il y a beaucoup, beaucoup de risques à aller sur des projets très peu capitalisés et si le risque est assumé, c'est très bien, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le risque de beaucoup de projets crypto. Et je voulais savoir, du coup, quelle est ta stratégie de sortie? Parce que là, j'ai l'impression que vu que tu me dis que toi, tu attends limite que ça aille à la cave, est-ce que tu as déjà des zones de prédéfinies de sortie? Est-ce que, par exemple, en fonction de la market cap, tu sors à x3, x4 ou x5? Ou est-ce que tu es plus à regarder une zone temporelle, te dire la fin du bull run et le top, c'est censé être, si on suit les cycles,
octobre 2025. Du coup, j'attends un peu le blue off top pour tirer un maximum de Mmh. rendement. C'est un peu des 2. C'est un peu des 2. J'ai des horizons de temps dans ma tête. Je sais qu'entre, historiquement, si je reprends tout ce qu'on peut savoir déjà, hem, à peu près entre le mois de mai et le mois de juillet, août de l'année prochaine, ce sera des zones où déjà je vais avoir des signaux d'alarme évidents, qui vont se renforcer d'autant plus quand on aura des charts qui vont vraiment être paraboliques, où il y aura vraiment de l'euphorie et cetera. Là, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'indicateurs déjà, sociaux. En plus, on a un petit peu de chance d'avoir des gens qui peuvent nous écouter, nous regarder et cetera, et je sais que les moments où je vais voir beaucoup de gens arriver et beaucoup de gens me dire: «OK, c'est quoi les pépites? C'est quoi les pro trucs qui vont exploser machin?» Déjà là, je vais avoir des signaux d'alarme sociaux, et après, il y a des tas de signaux, comment? Macro ou plus chartistes, où je vais me dire: «OK, on est dans des zones où on a déjà pris, fois 3,5 sur le total market cap», par exemple. C'est beaucoup, on est à 5-6 milliards. C'est une extension de Fibonacci qui est déjà énorme. OK, ça commence à sentir pas bon. On arrive dans des zones de temps qui se commencent à être, très avancées dans un cycle, pour pas dire qu'on arrive à la fin. C'est le moment de vendre, et si entre temps j'ai un altcoin qui a fait, je sais pas, tu vois, un fois déjà rien qu'un fois 8 fois 10, ma position elle est quasiment inexistante. Parce que pour moi au-dessus, enfin, viser au-dessus d'un fois 10, c'est pour moi complètement inconscient. Parce que déjà la chance de faire un fois 10 qu'on a en crypto, c'est pour moi unique, et quelqu'un qui aurait une vision un peu plus long terme se dirait: «OK, je fais fois 10 ce cycle, je vais faire fois 5 celui d'après», et à la fin de l'histoire, on a fait fois 50 et on est parti de quasiment rien. Et il faut pas oublier qu'un investisseur en TradFi fait quelques pourcents par an, et c'est pour ça qu'il faut énormément d'années pour faire beaucoup d'argent en TradFi. C'est parce que c'est beaucoup de temps. Il faut compound, les intérêts sur énormément d'années. On fait 9 par an, 9 par an, 9 par an, si on prend la performance du SP500, en général. Alors qu'en crypto, on peut faire fois 5, fois 5, fois 5, fois 5, et en sortir extrêmement gagnant. C'est pour ça que j'ai des targets qui vont peut-être paraître un peu ambitieuses quand on parle crypto, mais pour moi, j'ai absolument pas envie de brûler les ailes des gens en disant: «Allez, on va faire fois 100 les gars, j'ai trouvé, la pépite machin». Non, faut rester serein, on sort à fois 10, c'est déjà une chance énorme, et si déjà on fait fois 10, c'est beaucoup. On sort et on va aller prendre une bière et puis voilà, on va apprécier l'argent qu'on a gagné, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal appris de mon dernier boulot. J'avais regardé Paul Crypto Formation qui avait dit, les gars, faire un fois 100, c'est très compliqué. Faire 2 fois 10, c'est déjà plus simple. Donc, c'est plus simple de faire un fois 10, le remettre sur une autre crypto qui n'a pas bougé quand tu ne te sens pas encore en haut de marché, et de refaire un fois 10 que de taper un fois 100 direct. Donc, c'est vrai qu'avoir des targets, on va dire, réalistes, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'à un moment, je faisais des petites analyses de portefeuille des gens de ma communauté, justement, et c'est vrai qu'il y avait une personne qui avait une belle stratégie, mais avec des targets quand même ultra élevés. La première target, je crois que c'était sur pas mal d'altcoins, déjà x10 pour une première target, il sortait que 10%. C'est vrai que ça semblait assez compliqué, surtout que je pense qu'il y a pas mal de petits altcoins qui avaient, qui allaient à la cave. Et autre chose aussi intéressante que tu as remonté, c'est vrai que l'indicateur social, moi, ça m'avait bien aidé. Dès que j'avais vu que toutes mes vidéos YouTube faisaient entre 5 et 10 000 vues, peu importe le sujet, je m'étais dit, OK, là, je vais accélérer ma prise de profit, parce que c'est que tout le monde commence à arriver et que c'est une vraie folie. Et du coup, je voulais avoir ton avis aussi sur la diversification. Comment tu gères ça, toi? Combien de crypto tu as? Parce que c'est vrai que, on va dire que on a la chance, vu qu'on fait des vidéos, qu'on se renseigne pas mal, on va dire, passer peut-être plus de temps que la moyenne. Donc, on peut peut-être avoir un tout petit peu plus de crypto. Mais souvent, ce qu'on dit à des débutants, c'est au-delà de 10 cryptos, ça semble beaucoup, parce que tu ne vas pas pouvoir tout suivre, tu ne vas pas pouvoir avoir peut-être une modification de la tokenomics ou une grosse news. Donc, toi, tu te situes un peu comment? Est-ce que tu as beaucoup de crypto parce que tu te dis j'ai le temps, ou est-ce que tu te limites à un certain nombre? Je suis pile entre les 2. Hem, Dans mon portefeuille, j'ai une vingtaine de cryptos, mais en fait, en truc réel, j'en ai beaucoup moins parce que, par exemple, dans mon portefeuille, déjà Ethereum, j'ai pas besoin de le monitorer. Je vais le monitorer parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, que c'est l'écosystème en général qui est autour d'Ethereum, que je vais forcément savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est une ligne que j'ai pas besoin de monitorer. J'ai quelques meme coins parce que ça fait partie de
la diversification, pardon, où, je sais que j'ai pas besoin de monitorer parce que, bah, c'est littéralement un meme coin, c'est un pari sur l'adoption potentielle d'un meme coin et son pouvoir à être, comment? Heu, plus connu dans le futur. Donc j'ai pas besoin de le monitorer, il y a pas grand chose à monitorer sur des meme coins. Et après par contre, dans le reste, je vais généralement quand moi je creuse un projet et que je suis sûr que ce truc-là me plaît machin, je l'achète une fois et après, je vais regarder de temps en temps les news, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin et j'ai la chance de faire un format qui s'appelle la pépite review où je review les tokens que je partage, et du coup, ça me permet moi déjà de me renseigner beaucoup plus. Donc c'est vrai que j'ai un petit avantage là-dessus, c'est-à-dire que je sais que je vais faire une vidéo tous les, je sais pas, toutes les 4-6 semaines, sur les pépites machin, donc je vais aller regarder, chaque projet que j'ai pu dire, qu'est-ce qu'il a fait récemment et cetera. Donc oui, déjà c'est un avantage et du coup et à l'intérieur de mon portefeuille, je vais, essayer de diversifier aussi en termes de narratif. Essayer d'avoir, à peu près un leader, au minimum un leader et un comment? Un potentiel runner, quelque chose qui a beaucoup de potentiel dans chaque secteur et après parfois je peux en mettre beaucoup plus. Par exemple en IA, j'ai du Tao en leader, parce qu'aujourd'hui de toute façon en token IA, il y a pas grand-chose, en termes de token IA leader à part Tao et Fett, mais moi j'ai choisi du Tao parce que je trouve que le développement est plus intéressant. Et après je vais avoir du Spectral Labs, en runner pour me dire: «OK, j'ai mis moins de portefeuille là-dessus. Par contre, il y a un potentiel beaucoup plus grand et ça peut fonctionner ou ça fonctionne pas, tant pis». Pareil en Dépine, en leader Dépine par contre j'en ai pas, parce qu'il y en a pas, mais il y a des choses qui sont voilà, milieu de tableau, Ionnet, j'en ai parlé, et après j'ai des petits projets, des fluences, où je suis en mode: «Bon, bah, voilà, c'est un petit projet, peut-être que ça prend, peut-être que ça prend pas». En tout cas, moi, quand j'ai creusé le projet en première approche, j'ai beaucoup aimé et si jamais je me rends compte que, il y a des problèmes de développement et que le projet, suit pas son cours et cetera, tant pis, je vends, je prends une perte ou un profit, tant pis et voilà et du coup, mon conseil à des investisseurs qui auraient moins de temps que toi ou moi, ce serait de quand même limiter, peut-être pas à 10 mais maximum 15 cryptos, ce serait déjà pas mal et surtout aussi de se dire qu'il y a pas besoin de monitorer tout. Si vous avez de l'Ethereum, vous avez pas besoin de le monitorer vraiment, des meme coins, c'est pareil. Il faut voir un petit peu le temps que vous pouvez consacrer à regarder ce que chaque projet fait et avoir, voilà, comme j'ai dit, un leader et un runner qui peut faire, un multiple, beaucoup plus important, que ce soit mid cap ou low cap. Après vous choisissez celui qui vous convient le plus. Mais voilà, ça demande un vrai travail d'investisseur, et ça demande beaucoup de temps de choisir les bons projets, heu, au minimum, à première vue et sur une première analyse et se dire: «OK, moi je veux celui-là» et après être capable de se dire que même si on a fait une bonne analyse au début, est-ce que le développement du projet est pas bon? Si c'est pas bon, tant pis, on change et c'est pas grave en tant que tel, même si on fait des bonnes analyses au début. Ouais, j'ai un peu la même stratégie que toi, hein, c'est vrai que moi, j'ai entre 20 et 25 cryptos, mais j'ai une gestion du risque qui fait que j'ai 80 de mon portefeuille, sur entre, 5 et 8 cryptos. Du coup, même si, les, 20 cryptos qui restent, où il y a 20 s'effondrent, on va dire que c'est «moins grave» entre guillemets et après j'ai aussi ce côté, essayer d'avoir au moins le leader de chaque secteur, qui peut avoir un peu de traction et après, peut-être aller chercher une pépite, comme par exemple au RWA, je vais avoir peut-être un peu de Riolio Network qui a une market cap un peu plus basse, mais à côté de ça, j'ai peut-être plus aussi avoir du centrifuge ou pour qui justement est un peu plus leader. Et du coup, je voulais avoir ton avis global sur le marché. Bon, tu nous l'as déjà un peu donné. Pour moi, tu penses qu'on va avoir un bull run. Donc, je pense que j'ai pas. Vu qui a déjà répondu, je voulais plus savoir quels sont les écosystèmes que tu vas suivre. Est-ce que tu vas dire je reste sur le leader le plus gros Ethereum et je regarde ce qui se fait dessus. Est-ce que tu vas aller là où il y a un peu plus peut-être de technologie avec Cosmos, même si son jeton sous-performe, il y a quand même des beaux projets qui utilisent son Cosmos SDK comme Injective, Axelar, Celestia, ou est-ce que tu vas aller peut-être plus là où il y a de l'attraction comme Solana avec ses mêmes coins ou ses airdrops, ou peut-être même pour le futur Base qui pourrait quand même attirer pas mal les regards. Mmh. Alors je vais quand même répondre sur le fait qu'on aura un bull run, si jamais on m'attrape, si jamais je dis, et si jamais il y a pas de bull run et qu'il y a une récession, je me dédouane.
Moi, mon avis, c'est que si jamais il y a une récession, on peut pas le savoir. Donc je préfère partir du principe qu'il y aura un bull run et s'il y a une récession, tant pis, le chemin est encore long et c'est pas grave. Je préfère me mettre dans un état d'esprit de me dire que je préfère, ne pas voir arriver une récession, devoir prendre une perte, que rater des potentiels gains. Voilà, surtout avec, la Fed qui a coupé ses taux, même s'il y a 1000 choses à dire dessus. Il y a la Fed qui coupe ses taux, il y a quand même de l'injection de liquidité qui vient de la Chine, qui va venir des États-Unis. Il y aura les présidentielles, d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Voilà, il y a plein de catalyseurs et pour le moment, on est toujours dans des timelines de bull market qui historiques. Je veux dire, les corrections de mi-cycle, on les a déjà connues. Ça ne nous a pas empêché de pump juste après, et cetera. Est-ce que cette fois est différente? Je ne sais pas. Mais on peut pas, voilà, on peut pas se baser sur un cette fois c'est différent et on va directement en bear market aujourd'hui. Pour moi, ça fait pas sens temporellement et ça fait pas sens même avec tout ce qui se passe en macroéconomie, même s'il y a plein de sujets ultra sensibles et c'est compliqué. Euh, et du coup, pour les écosystèmes que moi je monitore, je vais là où il y a de l'argent et de l'attraction. Du coup, les écosystèmes que je monitore, c'est évidemment l'écosystème Ethereum, mais alors c'est tellement vaste l'écosystème Ethereum qu'il y a des sous-domaines à regarder. Pour moi, les choses les plus intéressantes, ça va être, Base, ça va être Optimism qui, heu, qui est lié à Base, à Coinbase et cetera, vu que c'est la même stack. Regarder un petit peu ce qui se fait sur Arbitrum, même si j'ai moins l'impression qu'il y ait de choses qui se passent sur Arbitrum, même si c'est intéressant, il y a énormément d'argent sur Arbitrum aussi. Ça va être évidemment de regarder ce qui se fait sur Solana, parce qu'aujourd'hui, même si on n'apprécie pas Solana, ça bouge vite et ça avance très, très vite sur Solana. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps, ils améliorent tout le temps, il y a des nouveaux produits, il y a PayPal aussi qui a mis son, PYUSD, il me semble que c'est ça son nom. Voilà, enfin, il y a plein de choses aussi intéressantes du côté de Solana, et c'est à ne pas rater. Et du coup, il y a tous les concurrents à Solana qu'il faut aussi monitorer, des Sui, des Aptos, des chaînes qui vont très vite, des chaînes qui ont pour seul but d'aller vite d'ailleurs, d'aller vite, faire beaucoup de transactions, essayer de créer des nouvelles applications qui ont besoin d'aller vite. Pareil sur Ethereum, je m'intéresse à ce qui va vite et ce qui peut apporter des nouveaux usages, des méga ETH, j'en ai parlé, des Soon Network, j'en ai parlé, Eclipse aussi. Enfin, voilà, de manière générale, on ne peut pas tout connaître. Par contre, je vais là où il y a de l'argent en jeu et là où j'ai l'impression que l'écosystème veut aller. Par exemple, un Cosmos Hub, même si la tech, elle est très bien, heu, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent dessus. Il y a Celestia, c'est intéressant comme projet, mais même Celestia m'intéresse pas tant que ça parce que je pense qu'il y a mieux et que c'est une solution temporaire et je dis même pas que le projet va même pas parfait, je dis juste que pour moi, c'est intéressant, OK, mais j'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps. Il y a et les autres écosystèmes de l'ancien bull run, même des avalanches, ça m'intéresse pas de regarder ce qui se passe dessus, même si voilà, ça existe et ils ont fait des choses bien. Aujourd'hui, il y a pas de traction. Même la Binance Smart Chain, qu'est-ce qui se passe sur la Binance Smart Chain? Pas grand-chose. Hem, Même des Layer 2, historiques, Matic, Polygon, bah, il se passe pas grand-chose non plus. Donc voilà, ça c'est déjà des choses que je sais ou quand je vois des choses passer, je me dis: «Ah, j'ai pas envie de le creuser», il y a Base qui a sorti un nouveau truc, il y a Optimism qui avance vite, il y a, Ethereum qui est en train de faire une EIP, je sais pas combien, il y a Solana qui sort des trucs et après même dans les écosystèmes, IA, enfin, je vais regarder évidemment ce que fait BitTensor parce que, heu, même si j'ai un petit peu mis de côté BitTensor pendant qu'il faisait son gros pump jusqu'à mars, et ben, son développement récent m'intéresse beaucoup. Il y a énormément de choses, heu, intéressantes à creuser du côté des subnets et de tout ce que fait, BitTensor. Je vais regarder évidemment ce qui se fait un petit peu dans les écosystèmes d'Epine, même si je l'ai dit, en d'Epine, c'est beaucoup de, bon, bah, on verra et peut-être que ça va marcher ou peut-être pas. RWA, moi, je m'y intéresse pas parce que je trouve le narratif pas ultra intéressant. Je sais que les gens, de manière générale, l'apprécient. Moi, c'est quelque chose que je monitore pas. J'ai des gens qui sont très intéressés par ça et desquels je m'informe, donc c'est pas moi qui passe du temps dessus. Hem Et pour moi, l'écosystème qui a le plus d'innovation, c'est Ethereum, heu, ne serait-ce que par des choses comme EigenLayer et tout ce qui va utiliser EigenLayer, des tout ce qui peut se passer sur les layers 2, les améliorations des transactions par seconde,
Même Optimism qui a implémenté les ZK-Proof. Enfin bref, il y a énormément de choses rien que sur l'écosystème Ethereum et ça occupe, 80 de mon temps et c'est ce qui fait 80 des news, j'ai envie de dire, donc c'est là où j'ai mon attention. OK, non, mais c'est intéressant ce que tu as dit, pour revenir sur le marché. C'est vrai que moi aussi, je pense qu'il va y avoir une deuxième phase, parabolique, mais j'ai quand même eu une gestion du risque, vu que je m'étais positionné assez tôt sur des tokens qui ont fait des bonnes perfs. C'est vrai que je m'étais dit: «Dès que le bitcoin arrive à son ATH, quoi qu'il arrive, les grosses perfs, je prends des gros gains dessus». Donc c'est vrai que j'ai déjà récupéré pas mal de stables j'en ai injecté une petite partie sur les baisses, mais voilà, il y a quand même une gestion du risque qui a été faite. C'est vrai que prendre des profits, tout le monde le dit, mais ça, c'est ce que j'ai appris au Bull Run, c'est hyper important. Et l'ayant bien fait, enfin bien fait, j'en ai forcément pas assez pris, mais en ayant quand même pas mal pris son Bull Run, voilà, c'est vraiment le truc à faire principalement. Et après, concernant la narrative, c'est vrai que moi, j'aime plutôt bien le RWA. Après, je le suis de loin aussi, parce que je trouve que pour l'instant, les projets sont pas forcément encore fous dessus, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de synergie. Et du coup, je voulais avoir ton avis. C'est quoi, selon toi, le narratif ou le secteur à suivre qui va prendre de la grosse dominance sur du un peu plus long terme, peut-être 5-10 ans, sans regarder que ce bull run? Est-ce que tu penses que l'IA va continuer à exploser ou que c'est Mmh. peut-être juste une hype, entre guillemets, même s'il y aura forcément de l'utilisation pour ce bull run-là? Évidemment, j'ai envie de dire l'IA, en 1er lieu, mais en même temps, c'est tellement simple, mais c'est tellement vrai. Enfin, on n'a pas besoin des fois de réinventer la roue. Je veux dire, il y a une révolution majeure sur ces dernières années, c'est l'IA, enfin en tout cas les nouvelles applications qu'on en a faites. Hem Et c'est vrai que la synergie crypto-IA, même si elle est relative et qu'il y aurait des choses à dire, on peut pas nier que c'est intéressant. Il y a plein de choses, il y a tellement de choses en IA qui sont intéressantes. Il y a les agents autonomes qui sont intéressants. Hem, enfin rien que déjà des agents autonomes on-chain, c'est intéressant et ça suffit à lui-même. Mais je suis sûr qu'il y aura encore plus de trucs, qui vont arriver et maintenant la question qui se pose et que, moi j'attends qu'on me donne des réponses, c'est quand est-ce qu'on va développer des applications? On fait énormément d'infrastructures. Il y a énormément d'articles dessus que je suis en train de lire et je prépare des sujets de vidéo autour de ça. Mais il y a trop d'infrastructures en crypto. On fait plein de produits pour que les gens créent des applications, mais personne crée des applications. Ouais, en fait, voilà et du coup, on se retrouve dans un écosystème où il y a plein de choses qui, sur le papier, sont trop bien, mais que personne applique et du coup, pourquoi et juste créer des applications? Il y a plein de choses à faire en IA, il y a plein de choses à faire, sur Ethereum, il y a plein de choses à faire. Il y a même des nouveaux use cases qui existent sûrement pas et qu'il faut développer. Pourquoi est-ce qu'on les a pas? Et on attend de voir des applications se créer, et je pense qu'en IA, il y a matière à faire, ça, de manière démultipliée. Il y a tellement de branches différentes en IA que c'est impossible de pas croire qu'il y aura pas d'intérêt dans le futur. Et le deuxième narratif, il faut quand même pas oublier, c'est quand même le narratif des chaînes qui vont vite, ou en tout cas des chaînes ou même des layers 2 qui vont vite. Parce qu'aujourd'hui, si on veut créer des nouvelles applications, il nous faut forcément des choses qui vont vite, qui envoient des 10 000 transactions par seconde, peut-être même beaucoup plus, même 100 000 transactions par seconde avec, Sui, Aptos et cetera. Parce que si on veut par exemple, faire du trading on-chain, ou vraiment du trading à haute fréquence on-chain, envoyer énormément de données et cetera, il nous faut vraiment la base technologique pour le faire et aujourd'hui, on n'a pas ça. Même sur les layers 2, on n'a pas la base technologique pour envoyer beaucoup de transactions, même si ça s'améliore. On parle là de plusieurs milliers de transactions et même sur Solana, on n'a pas suffisamment de rapidité pour le faire et du coup, ce narratif des trucs qui vont vite, heu, parce que trucs qui vont vite, c'est vaste, ça peut être un layer 2, ça peut être un layer 1 type Sui, Aptos et cetera. Heu, c'est quelque chose qu'il faut monitorer parce que je pense qu'il y aura des nouvelles applications qui vont se mettre sur ces layer 2, ces layer 1 et il faudra regarder qu'est-ce qui arrive à générer de l'attraction. Mais encore une fois, il nous faut des applications et en crypto, on manque d'applications. Il y a beaucoup d'infra, peu d'applications. Ah, c'est intéressant que tu remontes ça, parce que c'est vrai qu'en IA, à part sur quel subnet de Bitensor qui te sort un espèce de chat GPT ou un petit truc pour générer des photos, c'est vrai il y a pas d'application qui me vienne en tête là comme ça que je pourrais utiliser. Bon, non, très Ouais bonne remarque. et je connais pas suffisamment bien les subnets. Je sais que c'est beaucoup de choses qui tournent autour de la donnée évidemment, mais c'est vrai que des applications concrètes, c'est comme tout en fait, il y a plein de choses qui sur le papier sont très belles,
Mais des applications concrètes, bon, on est encore un peu en train de patauger, de patauger dans la semoule et on essaie de trouver des trucs pour que ça avance, même si le développement est ultra intéressant. Mais, qu'est-ce qu'on en fait, après coup de tout ce qu'on crée? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, je voulais passer sur, un autre sujet, parler un petit peu plus, tokenomics. On sait que ça peut être quand même important vu que c'est un peu le modèle économique, qu'il y a derrière, le jeton. Et je voulais savoir ce que tu pensais des tokenomics actuels très axés VC où, il y a une énorme partie de la valeur qui est capturée, avant même l'arrivée sur le marché. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus et savoir si tu voyais un peu on va dire des axes d'amélioration pour que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. C'est un vaste sujet, c'est un sujet que j'ai couvert, chez Coin Academy, justement ce sujet sur lequel, en fait, on se rend compte que les tokens pump avant leur lancement, parce que du coup, il y a les gens qui vont entrer en seed, les fonds d'investissement qui entrent en seed, qui achètent une idée. À la base, il y a vraiment rien, c'est juste une team qui dit: «OK, nous, on veut faire ça, on a besoin de fonds pour faire ça. Est-ce que vous nous suivez? Oui, non». Et du coup, il y a ces gens qui rentrent en seed et après le projet se développe. Du coup, il y a des investisseurs qui sont encore intéressés parce qu'ils pensent que c'est encore sous-évalué et qu'il y a moyen de mettre une pièce, à des nouveaux prix. Du coup, la team naturellement, va vendre ses tokens plus cher parce que du coup, ils sont en mode: «Bah oui, mais il y a moins de risques pour vous, du coup, notre valorisation, elle est plus haute». Et ça se défend, c'est logique et sauf que du coup, ces couches s'empilent et on se retrouve avec un, deux, 3 rounds de VC et des valorisations qui atteignent très vite des centaines de millions, voire des milliards. Pour les plus extrêmes, il y a évidemment, Starknet. Je pense à chaque fois, je parle de Starknet parce que c'est genre l'exemple typique où la valorisation à la sortie, elle était de 27 milliards, je crois, au launch, et elle s'est effondrée parce qu'évidemment, ça correspondait pas du tout à l'usage réel. Juste parce qu'il y a eu tellement d'investisseurs qui se sont empilés que le dernier round, il est déjà sorti à 8 milliards de valorisation et forcément quand le prix launch, quand le token se lance, il y a rien qui permet de justifier ça, donc ça descend et aujourd'hui en crypto, c'est en fait l'écosystème, on voit qu'il y a beaucoup de potentiel et les gens et les investisseurs professionnels voient qu'il y a beaucoup de potentiel. Du coup, ils sont en mode: «OK, c'est pas grave, je peux peut-être mettre un ticket à 100-200 millions de valorisation sur ce projet-là», parce qu'en fait, ça peut valoir des milliards et il y a plein de projets qui valent, en dessous d'un milliard dans ces eaux-là. Donc même si on rentre à 100 millions de valorisation, 200 millions et qu'on sort au lancement à, je sais pas, quelques milliards de FDV ou peut-être même moins, en fait, les investisseurs sont déjà contents et du coup, c'est de l'argent facile pour eux. Mais du coup, nous, quand on n'a pas accès à ce genre de choses, on se retrouve juste à avoir des tokens qui sont déjà très chers, qui ont pas de potentiel de hausse en tant que tel quand ils sortent, parce que toute la hausse, en fait, s'est faite avant par les investisseurs privés. Et du coup, on se retrouve un peu là en mode, qu'est-ce qu'on fait? Le projet est intéressant, mais du coup, je vais l'acheter super cher et les VC vont me dump dessus et cetera. Et là, il y a pas de conseil magique en vrai. Il faut juste essayer d'être un tout petit peu plus malin que les VC, que les investisseurs privés et se dire: «Eh ben, il y a tellement de projets il y a beaucoup de projets crypto et ben, c'est pas grave. Si votre projet, il a pas une tokenomics favorable pour moi et ben, je ne l'achète pas». Et du coup, on va se retrouver avec des projets comme Starknet qui ont tellement dump que même les derniers investisseurs privés se sont retrouvés à -50 de perte. Je crois même que c'est beaucoup plus que ça maintenant, mais dans me j'ai -50 en tête sur Starknet. Hem et du coup, les investisseurs particuliers devraient être en mode: «OK, bah, je regarde, est-ce que déjà il y a des libérations de tokens sur la période de temps sur laquelle je vais investir? Oui, non. Sinon, bah, OK, dans ce cas-là, on peut acheter et c'est pas grave, personne va vendre avant nous. Et si oui, on regarde combien de tokens vont être émis entre le moment où j'achète et le moment où j'ai potentiellement une sortie ou, une fenêtre de sortie. Et on regarde, OK, si ces tokens-là sortent, ça fait combien de valorisation à la fin? Et est-ce que j'ai un potentiel multiple à aller chercher? Oui, non. S'il y a pas de multiple à aller chercher, c'est pas grave, des projets, il y en aura beaucoup plus et des projets qui voudront attirer une communauté vont avoir des tokenomics plus favorables. Et du coup, les investisseurs vont se retrouver, un peu à se tuer entre eux parce qu'ils vont tous acheter leurs propres investissements à force et personne n'achètera leurs tokens et ils prendront des pertes. Et si jamais il y a un potentiel de multiples, même si un token sort et ben, dans ce cas, on peut juste surfer. OK, on fera pas des multiples de VC
comme en 2017, 2021, etc., où on sortira des fois 100, des fois 1000 ou je sais pas combien. Mais on prendra des et c'est ce que je disais tout à l'heure, on prendra des fois 5, des fois 10 et à la fin de l'histoire, il faudra être content de ces multiples-là, parce qu'on aura réussi à sortir quelque chose quand même d'un secteur qui, essaye d'un peu de presser le poireau jusqu'à temps qu'il y ait plus de jus. C'est une image que je sors souvent, mais on essaye vraiment, voilà, de tout essorer, de tout sortir et vraiment d'écurer les investisseurs particuliers et du coup, ce qu'on peut dire, c'est: soyez plus malins. Si vous voyez qu'une tokenomics, elle est pas favorable pour vous, n'achetez juste pas et même si le projet il est bon et ben, comme ça vous direz juste, «Non, j'achète pas» et c'est un peu un boycott social et en vrai, est-ce que ça marche? J'en sais rien. Mais si le risque en vaut pas la chandelle, j'ai envie de dire, ça sert à rien de se prendre la tête et puis juste, il y en a plein d'autres et voilà. Ouais, c'est vrai que moi, il y avait des amis qui voulaient acheter, justement Starknet et je leur avais dit: «Si vous voulez vraiment acheter ce projet, attendez, ça va dump sûrement au début et attendez une vraie latéralisation après peut-être un bon dump de 50 ou 60 et vous me direz merci après». Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait une telle, FDV au début que ça pouvait pas tenir et après, ouais, concernant les tokenomics, c'est vrai que pour moi, ça va plus être, en fonction du projet. Par exemple, si tu as un meme coin, forcément, il faut une tokenomics axée très communauté, si tu as un projet DeFi, que tu sois moins axé communauté et plus peut-être des VC qui vont te permettre de construire, de développer, et c'est peut-être même des institutionnels qui vont venir après utiliser ta plateforme pour faire des rendements. Il faut peut-être faire un peu plus manger Mmh, ceux qui te servent ou même faire manger des développeurs, parce que je crois que c'était Starknet ou Zincasy, je crois que c'est Starknet avec son airdrop qui avait surtout airdroppé aux développeurs et du coup tout le monde avait gueulé, mais d'un côté, eux, ce qu'ils cherchent, c'est des personnes qui viennent construire sur leur écosystème. mmh, Donc, ça me absolument. paraît tout à fait logique qu'ils ne donnent pas à des petits qui ont des tout petits portefeuilles et qui vont rien leur apporter derrière. Et c'est aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est que même s'il y a des investisseurs privés et qu'il y a potentiellement des relâchements, si c'est des relâchements qui sont pas très agressifs, et que les investisseurs sont pas à des multiples, fous, en fait, les sites vont souvent sortir à des valorisations qui vont les mettre en x50, x100 et cetera. Ça, c'est vrai. Mais par contre, si on prend l'argent au global qui a été injecté dans un projet, par exemple un SUI dans ses derniers rounds de financement, les investisseurs privés sont genre actuellement, ils doivent être en x4, x5, j'ai plus les données en tête précises, mais c'est pas des gros multiples. Heu, Gros multiples pour un VC, j'entends, bien sûr. Parce qu'en x4, x5, c'est déjà bien, mais un VC, quand il investit, il a envie de voir ça, beaucoup plus haut, avec les prix auxquels il rentre dans sa tête. Et donc du coup, le backing par des investisseurs privés, ça peut servir à faire du marketing, à attirer des développeurs comme tu l'as dit et cetera. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Tout dépend un peu de la tokenomics. Si on voit des relâchements ultra agressifs très rapidement, grosso modo, c'est qu'on a envie que les gens, se fassent enfler et que les VC s'en mettent plein les poches. Par contre, si comme sur Eigenlayer par exemple, c'est le projet le plus récent que j'ai en tête qui est comme ça, il y a pas de relâchement pour les investisseurs, sur l pendant 1 an, à partir de maintenant, jusqu'à septembre prochain. Hem Et ben, c'est très positif pour nous. On peut acheter maintenant, spéculer sur les 8, 9 prochains mois et c'est très bien et après les investisseurs, ils seront relâchés. On sera probablement dans une période beaucoup moins positive pour les marchés et entre-temps, on aura pris, un petit multiple et voilà et ça, c'est une tokenomics positive et il y en a plein des projets avec des tokenomics positives en vrai. Donc il faut juste les trouver les bons et analyser un tout petit peu les 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 bons élèves. Ok, je voulais passer sur une autre question un petit peu plus philosophique, on va dire, je pense que c'est le bon mot. Est-ce que tu penses qu'une vraie décentralisation est atteignable? Parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes s'en tamponnent un peu et sont là enfin, pas du tout pour la tech et plus pour justement l'investissement et faire de l'argent. Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une utopie? C'est vrai que moi j'ai un peu mon idée là-dessus et je suis un peu entre les deux. C'est un vaste sujet que tu poses là. Hem, L'utopie de la décentralisation, je pense qu'on l'a perdue depuis un bon moment. Même si moi j'ai quelques années dans les cryptos, j'ai pas 7, 8 ans et cetera. Je suis pas arrivé quand on parlait d'Ethereum à ses débuts comme quelque chose de voilà, un espace décentralisé où on peut construire, de manière permissionless et cetera. Certes, Ethereum existe toujours, mais il y a des problèmes de centralisation. Il y a certes 100 000 validateurs, mais il y a, Lido qui occupe,
Je crois que c'est genre 30 du staking au total, quelque chose comme ça. À vérifier sur les chiffres, mais je sais que Lido a une grosse partie de centralisation, donc c'est un risque, même s'il y a 100 000 validateurs derrière, Lido, si Lido a un problème, c'est, 30 et je dis 30 parce que ça doit être à peu près ces eaux-là, il faudrait vérifier. Si Lido tombe, ça met un frein direct et la décentralisation ou pas, ça posera problème. Et objectivement, si on regarde l'écosystème, hormis Bitcoin, qui même Bitcoin a des problèmes de centralisation, on pourrait en revenir dessus, mais si on regarde l'écosystème, qu'est-ce qui est décentralisé? Rien, il y a rien de décentralisé. Heu et qu'est-ce qu'on appelle décentralisé? Est-ce que Solana, c'est décentralisé? Est-ce qu'avoir quelques milliers de validateurs, ça suffit à être décentralisé? Je ne sais pas. Est-ce que Sui, qui a 100-150 validateurs, c'est décentralisé? Je pense pas. Hem Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? On a plein de choses qui sont centralisées, c'était pas trop l'écosystème à la base. En fait, j'ai plus l'impression qu'on a troqué la décentralisation à, je sais pas, juste de la transparence de manière générale. En fait, ce qu'on apprécie, c'est la blockchain, mais pas la décentralisation. Parce que la décentralisation, il y a pas grand-chose qui est vraiment décentralisé au final et c'est un petit peu aussi le problème du monde en général, c'est que quand il y a quelque chose qui marche, on va essayer de se l'accaparer, de faire une chose qui est de moins en moins de gens qui puissent, en bénéficier ou en tout cas, faire partie du truc. Donc c'est compliqué. Moi, j'avoue que la décentralisation en crypto, c'est bien. Il y a quelques projets qui visent là-dessus. Je pense à, pour moi, l'écosystème qui est le plus philosophiquement dans la décentralisation, c'est hormis Ethereum, parce que Ethereum vise quand même cette décentralisation et on peut pas dire qu'il soit pas décentralisé non plus, mais il y a des problèmes. Il y a Arweave, avec son fondateur, Sam. Pour moi, c'est un écosystème qui est passionnant parce que j'ai vraiment l'impression de voir une philosophie cypherpunk. Les mecs, ils ont créé des tokens où il y avait peu de backing, où juste ils étaient en mode: «Bah, OK, on va créer un réseau décentralisé pour le stockage. La blockchain, c'est le stockage et cetera». On crée en plus par-dessus une couche d'exécution qui s'appelle House the Computer, décentralisée, hyper scalable et tout repose sur plein de nodes à travers le monde et cetera. Et quand tu les entends parler, c'est vraiment des gens qui disent: «OK, on veut de la décentralisation, on veut faire en sorte et cetera». Donc parfois, tu vas retrouver un petit peu cet ethos de la décentralisation, mais dans les faits, aujourd'hui en crypto, j'ai du mal à voir les choses qui sont vraiment décentralisées et même de la gouvernance. En vrai, c'est jamais décentralisé. Il y a souvent des tu vas valider, enfin, tu vas déléguer à d'autres gens qui vont voter pour toi ou même le staking, tu vas le déléguer. Donc la décentralisation dans l'écosystème, elle est, relative. Il y a que Ethereum et Bitcoin qui arrivent à s'en sortir pas trop mal et après c'est vraiment au compte-gouttes sur certains projets. Mais bon, aujourd'hui, on peut aujourd'hui, je mets pas en avant les cryptos pour la décentralisation, quoi, si je peux me permettre. Bah, c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a très peu de projets. Je sais qu'il y a AVE qui essaye d'avoir un peu moins, enfin de réduire le rôle de la fondation. Je crois que tu as DYDX aussi qui essaye un peu d'y aller, mais c'est vrai que ça reste encore centralisé et surtout c'est du travail, mais que pour certains petits projets. Du coup, on va arriver sur les deux dernières questions du format, des questions un peu plus légères. La première, ce serait quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie? Alors, ça peut être financier ou autre. D'être curieux. Il y a pas un jour où je me lève, où j'ai pas envie d'apprendre, de par déjà le fait que je sois créateur de contenu, que j'ai un groupe et cetera. Et évidemment, il faut être curieux quand on est dans ma position, mais de manière générale dans la vie, il faut être curieux et ça peut être plein de sujets, c'est pas forcément crypto, mais intéressez-vous à plein de trucs, hem et même si vous passez, je vois souvent des gens qui disent, qu'il faut passer du temps à vivre à l'extérieur et cetera, à sortir et cetera, vivre la vie. Mais on peut très bien, genre, juste être curieux derrière son ordinateur et découvrir plein de choses derrière un ordinateur et je pense que des fois, il y a des gens qui voudraient bien découvrir ça et on les catalogue un peu. Donc moi, mon conseil, c'est d'être curieux et même si c'est derrière un ordinateur, c'est pas grave. Aujourd'hui, ma passion, c'est de checker l'écosystème crypto, l'investissement de manière générale et je suis derrière un écran, tout le temps. Donc c'est pas un drame et en plus, c'est passionnant quand on a trouvé son domaine, c'est une folie. Donc soyez curieux, intéressez-vous à plein de choses et vous allez trouver une niche dans laquelle vous peut-être que vous y attendez pas
et vous allez juste vibrer et peut-être que vous l'avez déjà et ben, dans ce cas-là, si vous avez déjà votre truc, soyez encore plus curieux et analysez votre truc de prédilection, encore plus en profondeur et creuser et chercher des nouvelles idées autour et ça pour moi c'est la chose qu'on m'a dite et que j'applique au quotidien. Non, c'est vrai que c'est un bon conseil qui peut justement aider à trouver un peu ce qu'on a envie de faire. Du coup, on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur ma chaîne et pourquoi ce choix? Hem, je sais pas si Victor est déjà passé, Victor Crypto? Non, il n'est pas encore passé. Et Moi, j'essaierai de ben, le contacter du coup. Victor Crypto, qui a énormément de choses à dire autour de l'IA. Sa chaîne est très orientée, beaucoup plus, IA, Dépine, ces narratifs-là. Voilà, tout ce qui va être synergie crypto IA et en plus, il s'y intéresse beaucoup. Je pense que dans ces sujets-là, il y a matière en plus à développer des belles thèses. OK, bah, du coup, je vais essayer de le contacter. On verra s'il sera OK. Donc, du coup, là, on arrive sur la fin du format. Donc, merci à toi d'être passé sur la chaîne. Tu as apporté beaucoup de valeur, un point de vue un peu neuf, qui était intéressant. On voit que tu es quelqu'un qui aime bien, diguer les projets et c'est toujours agréable de parler avec des personnes comme ça. Beh, merci pour l'invitation, c'était très cool de développer. J'ai pas souvent l'occasion de développer, aussi longtemps ce genre de pensée, donc merci beaucoup pour l'invite. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a parlé du marché actuel avec 0xY qui pense que on devrait avoir une poursuite de bull run avec un blue off top, sauf si il y a un black swan, comme par exemple une récession ou alors encore une guerre. Il nous a aussi dit que pas mal d'écosystèmes l'intéressaient, mais qu'il fallait regarder plus loin que les fondamentaux parce qu'il y avait par exemple une partie tokenomics, une partie communautaire qui était aussi importante dans nos investissements. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.